Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet intense, mais vraiment crucial. Comment on soutient, comment on anime les équipes éducatives qui sont sous haute tension. On pense particulièrement au secteur de la protection de l'enfance qui est si éprouvant. Et pour ça, on s'appuie sur un guide pratique. Animer les équipes en contexte de tension. Il est destiné aux chefs et chefs de services éducatifs. Oui, et le contexte qu'il décrit, c'est vraiment celui d'une pression quasi constante, parfois insoutenable, hein. Oui, on parle de quoi concrètement? Le guide évoque des professionnels qui sont face au quotidien à de la violence physique, des fugues qui se répètent, des crises psychiatriques parfois très lourdes. Mhm. Voire des tentatives de suicide chez les jeunes qu'ils accompagnent. C'est une réalité très crue, malheureusement, pour beaucoup d'équipes sur le terrain. Notre but aujourd'hui, c'est donc d'aller chercher dans ce guide les stratégies, les clés en fait, pour comprendre comment on peut aider ces équipes. Elles sont essentielles. Comment faire pour qu'elles tiennent bon, pour éviter l'effondrement. Tout à fait. Et ce guide, il met vraiment la chef de service ou le chef de service au centre, comme un pilier, un point d'ancrage dans un système qui est sous pression constante. Le vrai paradoxe, le défi énorme, c'est comment on fait pour maintenir un cadre qui soit bienveillant, soutenant pour les jeunes, quand l'équipe elle-même, elle est au bord de la rupture, quoi. C'est ça. C'est cette interface hyper délicate que le guide explore en détail. D'ailleurs, il décrit un processus assez presque mécanique de dégradation dans les équipes qui vont mal. Ça commence souvent par une fatigue, la diffuse, une irritabilité qui monte, C'est ça, une sorte d'usure lente. puis des arrêts maladie qui augmentent, une espèce d'amertume qui s'installe. Oui, et c'est une vraie spirale négative. Après cette phase un peu d'usure générale, on voit souvent arriver la phase des clivages. C'est terrible ça. L'équipe se fracture. Ah ouais? Comment ça? Il y a ceux qui tiennent, parfois en se blindant, en mettant une carapace. Et puis, il y a ceux qui perdent espoir, qui se sentent complètement dépassés. Et le soutien mutuel, qui est si important dans ces métiers, Essentiel, oui. il s'effrite. Chacun essaye de survivre un peu dans son coin. Et l'étape d'après, si on n'intervient pas, c'est l'effondrement collectif. C'est-à-dire? Des démissions, une perte de sens totale et surtout l'incapacité de l'équipe à maintenir un cadre sécurisant pour les jeunes. Et là, c'est la mission même qui est en péril. Et il faut bien comprendre que ce processus, il est souvent lié aux mécanismes de défense que les professionnels développent. C'est normal au début, face à la violence, à la détresse répétée de certains jeunes, parfois ce qu'on appelle les incassables. Mhm. Ces jeunes qui rejouent sans cesse des schémas de destruction. Les défenses, au début, elles protègent le pro. Mais à la longue, elles peuvent devenir rigides, couper des émotions, et c'est ça qui mène à l'épuisement. L'équipe se retrouve comme piégée dans ce fonctionnement. D'accord. La question, c'est comment on sort de ça? Comment on inverse la tendance? Le guide, il mise beaucoup, semble-t-il, sur la réunion d'équipe. Ça peut paraître un peu paradoxal, non? Rajouter une réunion quand tout le monde est déjà à bout. C'est une excellente question. Et oui, c'est un point central du guide. La réunion, ça peut être le pire ou le meilleur outil. Le pur, c'est quoi? Le risque, c'est que ça devienne juste un défouloir. On vide son sac, on râle, on ressasse les problèmes, mais on ne construit rien. Et ça, à moyen terme, ça plombe encore plus le moral. C'est contre-productif. D'accord. Donc, pour que la réunion devienne vraiment cet espace de reconstruction, le guide dit qu'il faut une animation très spécifique. Il faut jongler avec 3 dimensions. La contenance émotionnelle, C'est-à-dire permettre aux émotions de sortir, mais sans que ça explose? exactement. Les accueillir, les reconnaître, mais dans un cadre. Deuxièmement, l'efficacité opérationnelle. Il faut quand même qu'on prenne des décisions, qu'on avance sur le concret. Et troisièmement, la dimension reconstructive. Aider l'équipe à retrouver confiance en elle, en sa capacité d'agir ensemble. Cet équilibre entre contenance et efficacité, ça doit pas être simple à tenir en pleine réunion tendue. J'imagine que l'émotion peut vite tout envahir et bloquer les décisions. Ah, c'est tout l'art de l'animation, justement. Et le guide donne des techniques très concrètes pour ça. Par exemple, commencer la réunion par un tour de météo intérieure. La météo intérieure. Oui, chacun dit juste en un mot ou avec une image météo, soleil, nuageux, orage, comment il se sent là, maintenant. C'est rapide, ça ne demande pas une analyse profonde, mais ça permet de poser l'émotionnel, de le reconnaître collectivement sans s'y noyer. Ça crée une sorte de sas. C'est ça. Et ça donne aussi au manager une idée rapide de l'état émotionnel du groupe à ce moment T.
Intéressant. Et pour les sujets plus lourds, mettons une agression d'un éducateur, un incident grave, comment on gère ça en réunion? Là aussi, une structure claire est proposée pour éviter le chaos émotionnel. D'abord, un temps pour que chacun exprime son vécu, ses émotions, mais de manière contenue, encadrée par l'animateur. Puis, une phase très importante, la factualisation collective. Factualisation. On reconstruit ensemble, calmement, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé objectivement? Qui a fait quoi, quand? Ça aide à sortir de la confusion, de l'émotion pure, et après seulement, on passe à une conclusion. Qu'est-ce qu'on a mobilisé comme ressources face à ça, individuellement, collectivement, et qu'est-ce qu'on en apprend pour la suite? Ça permet de finir sur une note constructive. Et cette histoire de durée des réunions, le guide dit qu'en pleine crise, il faudrait faire plus court. C'est contre-intuitif. Oui, mais c'est logique si on y pense. L'idée, c'est de ne pas épuiser encore plus une équipe déjà fatiguée. Le guide suggère 45 minutes maximum pour la réunion hebdo en période de tension. Il faut être hyper structuré, aller à l'essentiel. D'accord. Et un autre point crucial, la clôture de la réunion. Toujours, systématiquement, terminer en identifiant au moins une réussite de la semaine, même une toute petite chose. Pourquoi c'est si important? C'est un acte délibéré pour contrebalancer le poids du négatif qui peut tout envahir. Ça peut paraître anodin, mais répéter semaine après semaine, ça rééduque un peu le regard collectif. On apprend à voir aussi ce qui fonctionne, malgré tout. D'accord. Et il y a d'autres outils pour aider à structurer ces réunions, à les rendre plus efficaces? Tense. La fameuse matrice d'Eisenhower, en fait. Ah oui, pour trier les tâches. Exactement. Le simple fait de classer les sujets ensemble. Est-ce que c'est urgent et important, juste important, urgent mais pas si important, ou ni l'un ni l'autre? Ça aide l'équipe à hiérarchiser, à pas se sentir noyé sous une montagne de problèmes. Une fugue, oui, c'est urgent et important. Le baby-foot cassé, Ça peut attendre ou être délégué. voilà, ça redonne un sentiment de contrôle sur le flux des problèmes. Et puis, il y a une idée que je trouve vraiment très forte, le cahier des petites victoires. Un cahier des petites victoires. Oui, un simple carnet où l'équipe note au fil de l'eau les micro-progrès des jeunes, les petits pas. Un jeune qui arrive à attendre 5 secondes avant d'exploser au lieu de le faire tout de suite. Une jeune qui formule une demande avec des mots plutôt qu'en criant. Des choses qui pourraient passer inaperçues, en fait. Précisément, mais qui sont de vrais succès l'éducatif. Et ce qui est fascinant, c'est l'effet que ça a de les noter et de les relire ensemble peut-être en début de réunion. Ça crée un contre-récit. Face au sentiment d'impuissance, face au trauma parfois, on ancre délibérément l'attention sur ce qui bouge, sur l'efficacité même minime. C'est très puissant psychologiquement pour l'équipe. Et le guide mentionne même l'organisation physique de la salle. Se mettre en cercle pour que tout le monde se voit bien, utiliser un paperboard pour noter les décisions, les rendre visibles, ça évite les malentendus, ça matérialise le travail fait. C'est du détail, mais ça compte. On comprend mieux comment la réunion peut devenir un vrai levier. Mais le guide va plus loin, je crois. Il parle de la régulation émotionnelle comme d'un acte managérial. Et il introduit ce concept de traumatisme vicariant. Vous pouvez nous expliquer un peu? C'est quoi au juste? Oui, c'est une notion clé. Le traumatisme vicarien, ou traumatisme secondaire, c'est l'impact cumulatif, l'usure émotionnelle et psychique qui résulte de l'exposition répétée à la souffrance, au trauma des autres. C'est pas juste le choc d'un événement grave, c'est l'érosion lente due au contact permanent avec des histoires, des situations très dures. C'est comme un trauma par procuration, si vous voulez. Et donc, prendre le temps de réguler ses émotions après un incident, c'est pas une option, c'est une nécessité? C'est une nécessité absolue pour la survie psychique de l'équipe et pour la qualité de l'accompagnement à long terme. Ce n'est pas un luxe, pas une option psy pour faire plaisir, c'est vital. Et ça va un peu à l'encontre de l'image qu'on peut avoir de l'éducateur, non? Le professionnel un peu héros qui encaisse sans broncher? Ah oui, complètement. Ce mythe du professionnel infaillible, toujours solide, il est très tenace dans le secteur social. Et il est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il culpabilise ceux qui ressentent l'impact, ceux qui flanchent. Il les empêche de dire « là, je suis touché, j'ai besoin d'aide ». Et surtout, il bloque la mise en place collective d'espaces où on peut parler de ce vécu difficile, où on peut l'élaborer ensemble. Le guide insiste beaucoup sur l'importance de déconstruire activement ce mythe. Il faut oser dire que ce travail use et que c'est normal. Concrètement, alors, comment on fait pour
Réguler après un incident? Il y a une méthode, une structure proposée? Oui, pour qu'un débriefing soit vraiment utile, et pas juste remuer les choses douloureusement, il faut qu'il soit structuré. Le guide propose souvent un schéma en 3 temps. D'abord, une phase où on peut exprimer les émotions brutes, la peur, la colère, l'impuissance, mais dans un cadre sécurisé. Le manager est là pour contenir, écouter, sans juger, sans minimiser. C'est la phase un peu cathartique. D'accord. Et ensuite? Ensuite, une phase plus cognitive. On essaie de reconstruire ensemble une compréhension de ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Quels étaient les enjeux? C'est là qu'on analyse un peu. Et la troisième phase? C'est la phase préventive ou d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a appris de cet incident? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois? Comment on peut ajuster nos pratiques, nos stratégies? On se tourne vers l'avenir. Et un outil très utile dans cette phase cognitive, c'est d'aider l'équipe à bien distinguer les faits, ce qui est observable, indiscutable, et les émotions ou les interprétations de chacun. Pourquoi c'est important, cette distinction? Parce que ça permet de reprendre un peu de distance, de contrôle mental quand on est secoué. Prenons l'exemple d'un jeune qui lance une chaise. Le fait, c'est la chaise a volé de tel point à tel point. Les interprétations, elles, peuvent varier énormément. Il me visait, il était en pure détresse, c'était de la manipulation. Mhm. En séparant faits et interprétations, on peut avoir une discussion plus calme, analyser plus lucidement la situation et surtout décider d'une réponse collective, plus cohérente, moins basée sur la réaction émotionnelle immédiate de Pierre, Paul ou Jacques. Ça soulève la question de la subjectivité, justement. Comment on gère ces interprétations différentes au sein d'une équipe? Tout le monde ne voit pas les choses pareilles. Le but n'est pas forcément d'arriver à une seule interprétation unique et vraie. C'est plutôt de permettre à chacun d'exprimer sa vision et surtout d'entendre celle des autres, de comprendre pourquoi l'autre a perçu les choses différemment. Rien que ça peut déjà apaiser beaucoup de tensions et renforcer la cohésion. D'accord. Et puis, la régulation, ce n'est pas que collectif. Le guide insiste aussi sur l'attention fine qu'il faut porter à chaque membre de l'équipe individuellement. Repérer les petits signes de fragilisation. Comme quoi, par exemple? Quelqu'un qui commence à s'isoler, qui devient très cynique, qui évite systématiquement certains jeunes ou certaines situations, ce sont des clignotants rouges. Et là, l'entretien individuel de soutien devient un outil managérial essentiel, mais c'est délicat. Délicat. Oui, parce qu'il faut trouver la bonne posture. Ce n'est ni un entretien d'évaluation, ni une séance de psy. C'est un espace d'écoute confidentiel où le professionnel peut déposer ses difficultés, se sentir soutenu sans jugement. Et il faut aussi penser à institutionnaliser des temps de respiration, des petites pauses, même courtes, juste après une intervention très intense comme une crise de violence, une contention. Ce n'est pas une faveur, c'est une mesure de prévention pour éviter que le stress et le trauma ne s'accumulent sans jamais pouvoir être un peu digérés. Ça doit faire partie de l'organisation du travail. Donc soutenir l'individu, c'est clair, mais j'imagine que pour éviter d'être constamment en train d'éteindre des incendies individuels, il faut aussi s'attaquer aux causes, prévenir l'épuisement à la source. Exactement. C'est tout l'enjeu du chapitre suivant du guide. Comment on met en place une vraie prévention de l'épuisement professionnel. Et ça commence, comme on l'a un peu dit, par s'attaquer aux mythes. Les mythes du super éducateur invincible. Oui, celui-là, ou le mythe de la vocation qui justifierait tous les sacrifices personnels, ou encore l'idée que l'expérience immunise contre l'usure. C'est faux. Le guide est très clair là-dessus. L'épuisement, l'usure, ça peut toucher tout le monde, même les plus expérimentés. Parfois, c'est même plus insidieux chez eux, plus silencieux. Et comment on fait concrètement pour déconstruire ces mythes et pour que la vulnérabilité soit acceptée, légitimée dans une équipe? Ça passe par des actes managériaux forts et répétés. Oser parler ouvertement des difficultés en réunion, de la fatigue, du doute, sans que ce soit tabou. Que le manager montre l'exemple aussi. Valoriser explicitement quand quelqu'un demande de l'aide. Dire que c'est un signe de force, de lucidité, pas de faiblesse. D'accord. Former aussi les équipes. Les informer sur ce qu'est le stress chronique, le traumatisme vicarien, comment reconnaître les signes chez soi et chez les collègues. Savoir, ça aide à déculpabiliser. Le guide suggère aussi d'utiliser certains indicateurs, le taux d'absentéisme, la fréquence des incidents, le turnover, même des choses plus subtiles comme la baisse de participation au moment informel. Non pas pour fliquer, mais comme des outils de veille, des données objectives qui permettent de discuter ensemble,
Attention, là, les chiffres montrent qu'on est peut-être en train de tirer sur la corde collectivement. En place une rotation réfléchie des références éducatives pour les jeunes qui sont particulièrement lourds à accompagner émotionnellement. Pour ne pas que ce soit toujours le même qui porte la situation la plus difficile. Exactement. Répartir la charge émotionnelle, c'est crucial. Éviter qu'un seul professionnel ne s'épuise sur une situation pendant des mois ou des années. Et les plannings de travail, j'imagine qu'ils jouent un rôle? Un rôle énorme. Il faut concevoir des plannings qui permettent une alternance. Alterner les temps de forte exposition au stress, au contact direct avec les situations de crise, et des temps de travail plus calmes, de retrait. Rédaction de rapports, préparation d'activités, réunions. Prévoir des temps de respiration dans le planning lui-même. C'est ça. Garantir de vrais temps de récupération après des gardes ou des interventions difficiles. Et veiller à une répartition qui soit équitable, pas seulement en nombre d'heures, mais aussi en termes d'intensité émotionnelle du travail fourni. C'est plus subtil, mais important. Et un dernier point, présenté comme un pilier de la prévention par le guide, c'est la supervision externe. La supervision, c'est quoi exactement dans ce contexte? C'est un espace régulier, généralement mensuel, où l'équipe rencontre un professionnel extérieur à l'institution, un psychologue, un psychanalyste, un intervenant systémique, pour parler du travail. Pas des jeunes eux-mêmes forcément, mais de ce que le travail fait à l'équipe. Des difficultés rencontrées, des émotions suscitées, des dynamiques relationnelles complexes qui se jouent. Ce n'est pas une thérapie de groupe. Non, ce n'est pas une thérapie. C'est un outil pour prendre du recul, pour élaborer collectivement ce qui est vécu au quotidien. Pour mieux comprendre ce qui se passe, y compris dans les réactions de l'équipe, le guide donne un exemple concret. Une équipe complètement épuisée par un jeune très violent. La supervision peut aider à voir comment ce jeune, par son comportement, vient peut-être toucher des points sensibles de l'équipe, réactiver des conflits latents, ou comment l'équipe, sans s'en rendre compte, rejoue avec lui des scénarios relationnels connus. C'est ce qu'on appelle la dimension transférentielle. Le fait que le passé, les relations antérieures, influencent inconsciemment le présent. C'est ça. Comprendre ces mécanismes grâce à un regard extérieur, ça permet de sortir de la simple réaction à chaud et de construire une réponse éducative plus pensée, plus ajustée, moins collée à l'émotion immédiate. La supervision, c'est vraiment un outil de maintenance essentiel pour la santé de l'équipe. C'est passionnant de voir comment tout est lié, les difficultés individuelles, le groupe, l'institution. Mais face à tout ça, face à ce quotidien souvent lourd, comment on fait pour garder la flamme, pour maintenir la motivation des équipes? Surtout quand, comme le dit le guide, les succès sont rares ou peu visibles, et les échecs, eux, sont souvent très bruyants. Ah, c'est la question clé, n'est-ce pas? Comment on alimente la motivation dans l'adversité? La réponse centrale du guide, elle tient en un mot. La reconnaissance. La reconnaissance, simple, mais Simple en apparence, mais ça demande une vraie intentionnalité. Pas n'importe quelle reconnaissance. Le guide insiste sur une reconnaissance qui soit systématique, sincère et surtout spécifique. spécifique, c'est-à-dire? Pas juste un «bravo, c'est bien ce que vous faites» général, mais pointer des compétences précises, des actions concrètes. Le guide donne l'exemple d'une reconnaissance immédiate, juste après une intervention difficile. Le manager qui dit « Là, j'ai vu comment tu as réussi à garder ton calme face à cette provocation. C'était remarquable. » Ou « J'ai observé comment tu as utilisé l'humour à ce moment-là pour désamorcer la tension. C'était vraiment pertinent. » On valide le processus, la compétence mise en œuvre, pas juste le résultat qui est souvent incertain dans ce travail. Exactement. C'est ça qui est puissant. On reconnaît l'effort, le savoir-faire, le comment on a fait, même si le résultat final n'est pas toujours celui espéré. Ça nourrit énormément le sentiment de compétence et la motivation. Et il faut aussi, dit le guide, valoriser activement ce qu'il appelle les compétences invisibles. Les compétences invisibles. Oui, tout ce savoir-faire qui est essentiel dans ce métier, mais qui ne se voit pas forcément de l'extérieur. La capacité à rester calme face à l'agressivité, à désamorcer une crise par une parole juste, une présence apaisante, cette patience incroyable face à des comportements qui se répètent sans cesse, cette créativité pour inventer toujours de nouvelles approches quand on a l'impression d'avoir tout essayé. Des qualités humaines fondamentales, en fait. Oui, des compétences professionnelles à part entière. Les nommer, les reconnaître explicitement en réunion, en entretien individuel, ça redonne une valeur immense à ce travail souvent ingrat. Ça redonne du sens. Et au-delà de cette reconnaissance individuelle, y a-t-il d'autres leviers pour booster la motivation de l'équipe? Oui, bien sûr. Les rituels dont on a déjà parlé, comme le cahier des petites victoires ou l'idée des étoiles de la semaine, désigner une action, une initiative particulièrement réussie d'un membre de l'équipe, ça participe à cette culture de la reconnaissance. Le guide suggère aussi de rendre les réussites collectives plus visibles,
Par exemple, tenir un tableau qui montre non seulement le nombre de crises gérées, mais aussi, si c'est possible, le nombre de crises qui ont été évitées grâce à l'anticipation, à la bonne lecture de la situation par l'équipe. Ça change complètement la perception de l'efficacité. C'est une manière de construire un contre-récit positif, en somme. Tout à fait. Créer et entretenir une mémoire collective positive. Ça peut passer par des choses toutes simples. Un album photo avec les bons moments, les sorties, les fêtes, les réussites des jeunes. Tenir un petit journal de bord des succès de l'équipe. Célébrer les anniversaires positifs, un tel qui n'a pas fugué depuis un an, etc. Tout ce qui peut contrebalancer le narratif ambiant souvent dominé par le problème, l'échec, la difficulté. Et puis, bien sûr, il y a la culture d'équipe elle-même. Il faut la cultiver activement pour qu'elle soit un minimum soutenante, même dans l'adversité. Les moments de convivialité informels. La pause café, le repas d'équipe. Exactement. Ce n'est pas du temps perdu. C'est ce qui tisse le lien social, la solidarité indispensable pour tenir ensemble. Fêter les anniversaires, partager un moment simple. Et l'humour aussi, un humour bienveillant, partagé, pas le cynisme qui ronge. Ça peut être une soupape de sécurité incroyable pour prendre un peu de distance. Et enfin, un levier de motivation très puissant, c'est d'impliquer l'équipe dans des projets collectifs qui ont du sens, qui sortent un peu de la gestion de l'urgence au quotidien. Comme quoi, par exemple? Monter un projet de séjour un peu ambitieux, créer un nouvel atelier thérapeutique ou artistique, réaménager un espace de vie pour qu'il soit plus agréable, plus apaisant. Le fait de se mettre en projet ensemble, de mobiliser la créativité, ça redonne un sentiment d'action positive, de maîtrise sur l'environnement. Ça redonne de l'élan. Tout ça dessine une image du management très proche du terrain, très attentif aux détails, aux micros. Mais le guide, il suggère aussi, pour tenir sur la durée, de prendre un peu d'auteur, d'adopter une vision plus systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est l'idée que pour comprendre et agir sur les tensions dans une équipe, il ne suffit pas de regarder l'équipe elle-même, de manière isolée. Il faut regarder le système plus large dans lequel elle s'inscrit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les blocages récurrents, les conflits qui n'en finissent pas dans une équipe, ils ne sortent souvent pas de nulle part. Ils sont fréquemment le symptôme de quelque chose de plus large. L'histoire de l'institution, des conflits de pouvoir anciens et non résolus, des fantômes du passé qui reviennent, des non-dits sur les valeurs, sur les approches pédagogiques. Le guide prend un exemple, une équipe qui n'arrive pas à être cohérente face à un jeune qui manipule beaucoup. Cette incohérence de l'équipe, elle peut, en fait, refléter des tensions, des désaccords plus anciens au sein même de l'équipe, des lignes de fracture idéologique, peut-être, que le comportement du jeune vient juste réactiver, mettre en lumière. Comprendre ça, c'est une chose. Mais comment on agit là-dessus? C'est complexe. C'est complexe, oui. Le guide suggère qu'il faut créer des espaces spécifiques pour travailler sur ces dynamiques institutionnelles et d'équipe plus profondes. Ça peut être l'analyse des pratiques professionnelles, mais en l'orientant aussi sur le fonctionnement de l'équipe elle-même, pas seulement sur les cas des jeunes. D'accord. Ça peut être aussi un travail sur l'histoire de l'établissement pour comprendre d'où viennent certaines habitudes, certaines tensions récurrentes, ou encore une supervision institutionnelle qui analyse les interactions entre les différents niveaux hiérarchiques, les différents services. L'idée est de sortir des explications simplistes du type « c'est la faute d'une telle » pour comprendre les mécanismes systémiques à l'œuvre et identifier des leviers de changement plus structurels. Et pour la chef ou le chef de service lui-même, comment éviter de se retrouver complètement seul à porter tout ça, cette complexité? C'est un risque majeur, l'isolement du cadre, et ça mène direct à l'épuisement. Donc, le guide insiste beaucoup sur la nécessité de construire activement des alliances. Des alliances. Avec qui? D'abord, avec sa propre hiérarchie, sa direction. Apprendre à communiquer de manière factuelle, à objectiver les difficultés, la charge de travail, avec des données concrètes. Pas juste se plaindre, mais argumenter. Pour pouvoir négocier des moyens, du soutien, ou simplement faire comprendre la réalité du terrain. C'est une démarche à la fois pédagogique et stratégique vis-à-vis de sa direction. Et des alliances horizontales. Oui, absolument crucial. Avec les pairs, les autres chefs de service. Créer ou rejoindre un réseau pour échanger sur les pratiques, partager les doutes, les difficultés, trouver du soutien mutuel. Savoir qu'on n'est pas seul à vivre certaines situations inextricables, ça change tout. Et vers l'extérieur de l'institution. Essentiel aussi, tisser des liens de confiance, de collaboration solides avec les partenaires extérieurs, la psychiatrie, les équipes mobiles spécialisées, les psychologues libéraux, mais aussi l'école, la justice, tous ces acteurs qui interviennent autour des jeunes.
Ce sont des ressources indispensables pour partager le poids de situations qui dépassent souvent les moyens ou les compétences d'une seule équipe éducative. Il faut vraiment cultiver ces liens, activement. Et enfin, un dernier levier mentionné pour tenir sur la durée, c'est l'innovation. L'innovation. Dans un contexte de crise, Oui, mais pas l'innovation pour l'innovation, plutôt comme une source de renouvellement, d'énergie. Oser expérimenter de nouvelles approches en impliquant l'équipe, essayer la médiation par l'animal, lancer un atelier d'art-thérapie, mettre en place un conseil de jeunes, repenser l'aménagement d'un espace pour qu'il soit plus apaisant. le fait d'essayer quelque chose de nouveau, ça redonne de l'élan, hein. Exactement. Ça redonne un sentiment d'action, de pouvoir agir sur son environnement, de ne pas être juste en train de subir. Ça mobilise la créativité, et si on prend le temps de documenter ces innovations, de les valoriser, ça renforce aussi la fierté de l'équipe, son sentiment de compétence. Quand on vous écoute, et en suivant ce guide, le rôle du chef ou de la chef de service, ça ressemble finalement à celui d'un artisan peut-être. Il faut de la patience, une adaptation constante, beaucoup d'humilité face à la complexité, savoir tenir bon dans l'incertitude, et puis un sacré courage managérial, j'imagine, pour poser des cadres, protéger son équipe, prendre des décisions parfois très dures. Qu'est-ce que tout ça nous dit, au fond? Je crois que ça nous dit d'abord qu'il y a une dimension éthique fondamentale, irréductible, dans ce travail de management en contexte difficile. C'est la nécessité de maintenir le cap. Le cap de la bienveillance, du respect de la dignité, des droits de chacun, jeunes comme professionnels, même quand tout pousse à l'inverse, même au cœur de la tempête. Le guide suggère aussi une lecture intéressante des comportements les plus extrêmes des jeunes. Ils ne sont pas que des problèmes, ils sont aussi des révélateurs incroyablement sensibles des failles du système, des dysfonctionnements de l'institution. Si on apprend à écouter ce qu'ils nous disent, à travers leurs actes parfois, de l'institution qui les accueille, ils peuvent devenir des alliés paradoxaux pour faire évoluer les choses. Leurs compétences de survie, même si elles sont parfois destructrices, peuvent aussi être vues comme des ressources qu'il faut comprendre et essayer de canaliser autrement. Ce qui nous ramène à cette idée de care, de prendre soin, qui doit s'appliquer aussi et peut-être d'abord aux professionnels eux-mêmes. Ce n'est pas juste une posture gentille, c'est une condition de fonctionnement du système. Soin. C'est la condition sine qua non pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail correctement, à offrir un accompagnement de qualité. Et ce soin, il passe par tout ce qu'on a dit. La reconnaissance, la régulation émotionnelle, le soutien collectif et individuel, mais aussi par le respect des limites de chacun, du rythme, de l'équilibre entre vie pro et vie perso. Et ça implique aussi, il ne faut pas l'oublier, d'interroger sans cesse les conditions de travail structurelles, les moyens financiers, humains, les ratios d'encadrement, la charge de travail réelle. Le meilleur management du monde ne peut pas tout compenser si les conditions de base ne sont pas réunies. Au final, le type de management que ce guide met en avant, il vise une transformation. Une transformation lente, patiente, parfois presque invisible au jour le jour, mais profonde. La transformation des professionnels dans leur rapport à eux-mêmes, à leur métier. La transformation du collectif, qui apprend à mieux travailler ensemble, à être plus solide. Et peut-être même, à terme, la transformation de l'institution elle-même. Le sens profond de ce travail si exigeant, il se trouve peut-être là, dans ces rares moments de bascule, ces petits miracles où une situation qui semblait totalement bloquée, désespérée, s'ouvre soudain, où l'espoir renaît, où une relation se tisse enfin. C'est pour ça qu'ils tiennent, je crois. Une dernière pensée, pour ouvrir la réflexion qui est inspirée par la conclusion du guide. Il parle de la conviction, de la croyance en la possibilité de transformation, comme d'un feu sacré que le chef de service doit protéger et alimenter. Si on élargit un peu le regard, au-delà même de la protection de l'enfance, comment les leaders, dans n'importe quel domaine, soumis à une forte tension, à l'adversité constante, comment peuvent-ils consciemment cultiver et entretenir cette flamme d'espoir, cette croyance partagée dans le changement positif au sein de leurs équipes, même face aux difficultés, aux revers qui semblent s'accumuler. Voilà, c'est ici que se termine notre exploration inspirée par le guide « Animer les équipes en contexte de tension ». Beaucoup de stratégies concrètes, on l'a vu, mais aussi une réflexion essentielle sur le soutien indispensable à apporter aux professionnels qui sont en première ligne face à des réalités humaines souvent extrêmes. Merci de nous avoir suivis dans cette émise.